Bonjour à tous. Désolée pour le cadre de cette vidéo, mais c'est absolument impossible de trouver un endroit où filmer tranquillement en ce moment parce qu'on est 6 à la maison, donc des enfants. Donc j'ai essayé dans le salon, pas possible. Dans le jardin, il y a le voisin qui passe tout le temps, il y a du bruit. Dans la serre, il fait 45 degrés. Donc voilà, je me suis installée au dernier étage de la maison où il fait aussi 45 degrés selon mes estimations. Mais c'est tout ce que je peux faire pour aujourd'hui, donc désolée pour ça. Et oui, j'ai une guillotine à papier dans mon dos, c'est pas un sabre, tout va bien. C'est ne vous inquiétez pas, c'est juste que, j'ai un projet de carte de mémoire que j'ai déjà illustré, ça ressemble à ça. Donc j'essaye de les imprimer et de les découper après. J'ai fait plusieurs essais, mais pour l'instant, c'est un petit peu compliqué parce que c'est sur du carton. Donc elles sont assez épaisses et j'ai du mal vraiment à les couper même avec, cette guillotine. Donc le sujet du jour dont je voulais parler aujourd'hui, c'est le féminisme en France et en Russie. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que, les femmes m'en parlent en fait quand je rentre en France, elles me posent des questions pas mal dessus. Donc voilà, je voulais expliquer un petit peu mon point de vue. Le féminisme, c'est quelque chose aussi dont on parle énormément en France. En Russie, pas du tout. Et donc je trouvais ça assez intéressant justement de voir ce qu'il en est en fait, concrètement. Pas seulement en théorie et pas seulement ce dont les gens parlent, mais concrètement dans la vie de tous les jours, en Russie et en France. Je profite du beau temps pour faire une petite promenade et bien sûr vous parler de notre sponsor préféré, Rosetta Stone. Donc comme vous le savez déjà, c'est une application qui permet d'apprendre les langues ou un logiciel. Vous avez le choix entre vous entraîner sur l'ordinateur ou sur le téléphone. Moi je l'ai beaucoup utilisé pour le russe, mais ils ont un panel de langues différentes, un choix énorme. Donc n'hésitez pas à aller les voir si vous êtes intéressé par une autre langue aussi. Donc pour moi, atteindre un niveau suffisant de russe à l'oral, surtout, ça a été vraiment une clé pour mon intégration. Encore ce matin, j'ai discuté justement de la vidéo que j'avais l'intention de tourner, que j'ai tournée aujourd'hui avec des infirmières. Je suis allée faire une prise de sang pour le glucose, le test de glucose pour la grossesse et je suis tombée dans les pommes parce que j'aime pas beaucoup quand on me plante des aiguilles dans mes bras. Ça me plaît pas, surtout que là c'était plusieurs fois d'affilée, c'était un peu trop. Et donc je suis tombée dans les pommes et donc j'ai discuté pendant un moment avec les infirmières après quand elles m'ont remise debout. Et c'était super intéressant, on a bien discuté et franchement atteindre un niveau suffisant pour avoir ce genre de conversation profonde sur le féminisme, sur la maternité en France et en Russie, l'éducation des enfants, c'est super important vraiment pour l'intégration, pour comprendre le pays de façon plus profonde, pas seulement superficielle. Donc atteindre un niveau qui ne suffit pas seulement à aller au restaurant ou au cinéma ou au supermarché, mais aussi à avoir des conversations intéressantes avec les gens, c'est super important. Donc c'est là où Rosetta Stone peut vous aider. Donc ce que j'aime beaucoup avec cette application, c'est que leur méthode est basée sur l'apprentissage à l'instinct, c'est-à-dire que vous êtes en immersion dans la langue, vous interagissez beaucoup avec l'application, donc avec la langue évidemment, à travers des exercices qui utilisent des images, des petits textes. Donc ce ne sont pas des leçons de grammaire formelles, vous êtes vraiment poussé à développer votre instinct et votre compréhension instinctive de la langue. Et ça, c'est ma méthode d'apprentissage préférée. C'est sans doute la plus efficace aussi, puisque c'est comme ça que les enfants apprennent à parler leur langue natale. Хозяйственный магазин. Ça, c'est trop dur ce nom. Хозяйственный magazine. Они едят шоколад. Я читаю книгу. Он покупает лекарства. Oups. Donc voilà, pour moi c'est une super méthode d'apprentissage. Donc je vous invite à aller cliquer sur le lien dans la description si vous êtes intéressé. Ça permet aussi de soutenir ma chaîne, donc merci beaucoup. Et merci à eux de continuer de m'offrir leur soutien. Et je vais en profiter pour vous montrer un petit peu ce à quoi ressemble la campagne russe en été, à côté de chez moi. Donc le féminisme à la base en France, je pense que c'est en théorie une bataille pour l'égalité des hommes et des femmes, de l'égalité de droit. Aujourd'hui, c'est devenu plutôt un conflit généralisé où j'ai l'impression qu'on crache un petit peu les uns sur les autres, les hommes sur les femmes sur les hommes. Et c'est plus un conflit entre les deux sexes en France et qui n'est pas toujours très productif, en tout cas d'après ce que j'en pense. Et en Russie, à l'inverse, le féminisme, on n'en parle pas du tout. C'est vraiment pas un mot qui fait partie du vocabulaire de tous les jours. Les gens n'en parlent pas, ils le considèrent de façon assez négative. Et s'ils en parlent, c'est plutôt pour raconter ce qui se passe dans l'Ouest plutôt que quelque chose qui se passe en Russie. Mais en fait, en pratique, j'ai l'impression que les femmes russes sont beaucoup plus féministes que les françaises. Et pour moi, la vie en tant que femme est largement plus facile. Il y a un corbeau qui chante sous ma fenêtre. Je ne sais pas quoi faire. Vraiment, le monde est contre moi aujourd'hui. Donc oui, pour moi, c'est beaucoup plus facile d'être une femme en Russie qu'en France, de façon générale. Et je trouve ça intéressant d'en parler parce que ça étonne énormément les Françaises et les Russes aussi d'ailleurs, quand je parle de mon expérience dans les deux pays. Donc voilà, je vais un petit peu vous expliquer tout ça. Je voulais commencer par parler un petit peu d'histoire parce que je trouve ça intéressant aussi d'avoir un petit historique, comprendre un petit peu pourquoi les choses se sont développées différemment en France et en Russie.
Donc déjà, je pense que le féminisme s'est développé en France parce que, la France était, une société, patriarcale, catholique, où les femmes étaient assez limitées dans leurs mouvements pendant très longtemps, exclues en fait, de la société. Et en Russie, depuis longtemps, ça n'a pas forcément été le cas parce que déjà, il y avait des femmes au pouvoir comme Catherine II, Catherine la Grande. Ensuite, dans les milieux plus modestes, les femmes travaillaient avec les hommes, donc par exemple dans les milieux paysans et cetera. Et ensuite, dès 1917, les choses ont beaucoup changé pour les femmes en Russie dès la Révolution russe. Donc elles ont obtenu beaucoup de droits qui faisaient d'elles les égales des hommes, qui donnaient de la liberté aux femmes. Par exemple, le divorce est devenu beaucoup plus facile. La femme a obtenu un statut égal à celui de l'homme. Le travail était encouragé pour les femmes aussi. Donc pendant l'Union soviétique, en fait, les femmes sont devenues les égales des hommes en Russie, alors que c'était pas le cas en France. Je trouve ça intéressant de voir l'impact que ça a sur ma génération, parce que en France, mes grands-mères ne travaillaient pas ou ont très peu travaillé, et en fait, c'était pour elles plutôt un but de rester à la maison parce que ça augmentait en fait leur statut social de rester à la maison, de s'occuper des enfants, d'avoir une maison traditionnelle, une famille traditionnelle où la femme est à la maison, l'homme rapporte de l'argent à la maison. Alors qu'en Russie, c'était tout l'inverse. C'était l'époque de l'Union soviétique, à l'époque des grands-mères, et donc tout le monde travaillait. Les femmes travaillaient, elles avaient des postes importants, comme elles étaient médecins, ingénieurs, tout ce que vous voulez. Il n'y a que en politique où il y avait toujours une disparité assez importante. Mais après, ça revient peut-être pas forcément aux possibilités que les femmes avaient, mais aussi à l'intérêt qu'elles ont, parce que même si en France et en Europe, on essaye de nous dire que les femmes et les hommes sont totalement égales, je pense que c'est pas tout à fait le cas. Les femmes sont quand même généralement moins intéressées par la politique, généralement, pas toujours. Les femmes sont aussi moins attirées par des métiers physiques ou des métiers dangereux que les hommes, donc évidemment, il y a des disparités qui restent, même dans une société plus égalitaire comme la société communiste, donc en Russie, en URSS. Mais bref, les femmes étaient les égales des hommes à ce moment-là. Dans la mesure du possible, ce sera toujours impossible, je pense, d'avoir une égalité totale, tout simplement parce que les femmes doivent aussi mettre les enfants au monde, s'occuper d'eux, en tout cas pendant leurs premières années, elles sont irremplaçables là-dessus. Donc c'est impossible d'avoir une société qui sera totalement égalitaire tant que les hommes ne pourront pas aller accoucher à notre place. Donc en fait, pendant l'URSS, les femmes se sont un petit peu retrouvées à mener le combat sur tous les fronts, à devoir travailler à l'égal des hommes, donc avoir des responsabilités, des postes à responsabilité, une carrière, etc. Et en même temps, à toujours assurer leur rôle fondamental de femme, donc avoir des enfants, s'occuper d'eux pendant leurs premières années, s'occuper de la maison aussi. Et en France, il faut attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que les choses changent dans cette direction-là aussi. Sauf qu'en Russie, les choses changent à nouveau à la fin de l'URSS. Quand en 91, l'URSS s'effondre, il y a une énorme chute du niveau économique en Russie, une énorme instabilité en fait économique et sociale, beaucoup de crimes par exemple, beaucoup de corruption, et donc la Russie change de visage assez rapidement. Les gens ne savent plus trop ce à quoi se rattacher, et en fait ça devient plus du tout un rêve pour les femmes de travailler, sachant qu'elles vont pas recevoir grand chose, et en même temps d'être une femme et de s'occuper aussi de la maison. Pour elles, c'est plus un rêve, c'est plus une utopie. Et donc c'est de là que naissent un petit peu les clichés qu'on a en France de la femme russe qui va essayer de trouver un étranger riche pour ne plus avoir à travailler. Et je pense que c'est pas totalement faux, enfin c'était pas le cas de toute la population russe bien sûr, mais les femmes cherchaient une porte de sortie pour se sortir en fait de la misère de cette situation économique trop instable, économique et politique à ce moment-là, donc à la fin de l'URSS. Alors que les femmes en France sont en pleine revendication de leur droit de travailler, de leur droit d'être indépendantes. Et donc, en fait, les femmes russes et les femmes françaises se poursuivent un petit peu, mais elles ont un chemin différent et des périodes où elles se développent un petit peu dans des sens opposés. Et je trouve ça super intéressant de comparer la situation aujourd'hui, parce qu'en France, on parle énormément de féminisme, que ce soit les femmes ou les hommes, les entreprises, etc. On se donne des bons points de vertu en parlant de féminisme quand on est une entreprise aussi, en soulignant le travail des femmes, etc. Les femmes, beaucoup de femmes en France ont l'impression de vivre dans une société patriarcale encore aujourd'hui. J'en ai entendu parler pas mal de fois, surtout chez les jeunes femmes, qu'elles définissent comme une société en fait qui les prive de certains droits et de certaines libertés. Et ce qui est drôle, c'est que quand on écoute les clichés qu'on a en France sur la Russie, on a souvent l'impression que c'est une société encore plus macho qu'en France, en Russie, et que les femmes n'ont aucun droit, qu'elles doivent rester à la cuisine, etc. Et en fait, dans la réalité, je trouve que les femmes sont beaucoup plus libres et plus protégées en Russie qu'en France, pour être honnête. Donc moi, je suis pas du tout féministe, ça m'énerve. J'ai déjà entendu pas mal de femmes qui disent que les femmes qui ne sont pas féministes, c'est simplement qu'elles n'ont rien compris ou qu'elles ont intégré le patriarcat
sans le vouloir pendant leur enfance, et cetera. C'est extrêmement, diminutif de mon expérience. C'est un petit peu comme si les autres femmes me tapaient sur la tête en disant: «Ah, t'inquiète pas, tu vas comprendre le féminisme quand tu seras grande. Pour l'instant, tu pas encore assez mûre». Je me rends compte en fait qu'en France, on a des expériences très différentes de la vie, même en ayant grandi dans un milieu, similaire. Donc par exemple, j'ai des petites sœurs qui sont féministes, moi je le suis pas du tout et ça fait longtemps que ça dure. Donc on a beau avoir grandi dans la même famille, dans le même milieu, dans la même ville, on perçoit les choses de façon très différente. Moi, je perçois pas un patriarcat en France. J'ai l'impression d'avoir eu les mêmes droits que les hommes autour de moi. Il y a des choses qui sont plus difficiles pour les femmes, il y a des choses qui sont plus faciles, mais ça, c'est juste une question de biologie, tout simplement, et pas de société ou de lavage de cerveau, je pense, en tout cas en plus grande partie. J'ai obtenu mon diplôme d'ingé. Autour de moi, il y avait plus de femmes que d'hommes, puisque j'étais dans une spécialité de biologie agroalimentaire. Donc, dans cette voie, il y a plus de femmes que d'hommes. Et pour ce qui est des voies où il y a plus d'hommes que de femmes, je pense que c'est simplement parce que les femmes n'ont juste pas envie d'aller dans ces voies-là, juste naturellement. Donc j'ai vraiment du mal à voir le patriarcat de façon générale dans nos pays développés de l'Ouest, surtout quand on les compare à d'autres pays. Après, là où je vois des limites énormes dans le féminisme qu'on a aujourd'hui en France, c'est qu'au contraire, j'ai l'impression qu'on essaye de transformer les femmes en France en hommes, en fait, de leur faire oublier toutes leurs qualités qui sont plus traditionnellement considérées comme féminines, et donc des qualités de douceur, de maternité. Maternité, ça dit ça? Enfin bref, d'instinct maternel, et cetera. Ce sont des choses qui sont dévalorisées en ce moment. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un petit peu la honte de se concentrer sur son côté féminin, ses qualités féminines en France. Un avion. Donc par exemple, aujourd'hui en France, il y a énormément de jeunes femmes qui disent qu'elles ne veulent pas avoir d'enfants pour des raisons différentes. En fait, il y a énormément de jeunes gens tout simplement qui ne veulent pas avoir d'enfants. Donc les jeunes hommes, c'est parce que très souvent, ils n'ont pas envie de cette responsabilité, de perdre leur liberté. Et ça, c'est une raison C'est la raison principale, je pense, pour laquelle les hommes n'ont pas envie d'avoir d'enfants. C'est parce qu'ils se rendent compte que ça va les priver de leur liberté. Pour ce qui est des femmes, c'est la peur de la responsabilité morale, en fait, d'avoir un enfant déjà dans un monde qui change et qui fait peur, en fait, qui change trop vite pour qu'on s'adapte réellement. C'est aussi pour des considérations écologiques, qui est pour moi vraiment une notion hyper déprimante et malsaine, en fait, parce que de voir la jeune génération qu'on stresse depuis l'enfance pour des questions écologiques, donc quand on voit des personnes comme Greta Thunberg, par exemple, qui deviennent complètement hystériques à force d'écologie, de notions écologiques, et qui en perdent la santé, etc. Depuis l'enfance, on traumatise les enfants avec ça, et maintenant ça se traduit par des jeunes gens qui ne veulent tout simplement pas avoir d'enfants, parce que ça pollue. Mais en fait, les enfants, enfin, c'est la vie, c'est la génération d'après, donc ça c'est vraiment absurde et tellement malsain, je trouve. Pour moi, une société où on traumatise les jeunes au point où ils n'ont pas envie d'avoir des enfants, je pense que c'est pas une société qui va très bien. Pour moi aussi, dans l'Ouest, le féminisme, c'est une énorme histoire d'hypocrisie, parce que on en parle énormément et en fait, dans les faits, il y a beaucoup de domaines dans la vie où les femmes ne sont pas du tout protégées, entre elles et puis par la société de façon générale. Une des choses qui était pour moi les plus difficiles quand j'habitais en France, c'est le harcèlement de rue, parce que j'habitais à Montpellier, par exemple, où je me faisais vraiment, aborder tous les jours par des hommes. La plupart d'entre eux étaient des migrants, et ils n'avaient pas la même culture que nous. Ils n'avaient pas du tout intégré la culture française, et ça, c'est interdit d'en parler en France, c'est interdit d'en parler ouvertement, en tout cas dans les milieux où j'étais, qui étaient plutôt des milieux donc, scientifiques, donc un milieu intellectuel de gens éduqués qui sont en école d'ingénieur, où si tu dis que t'en as marre d'être abordé dans la rue par des migrants, les gens vont te regarder de travers comme si t'étais une fasciste. Alors que moi, c'était mon expérience. Enfin, j'ai fait des stats dans ma tête. Si j'avais une réaction viscérale en voyant des hommes qui avaient l'apparence d'hommes qui viennent d'Afrique du Nord ou de pays comme ça, vraiment viscéralement, je me sentais stressée, c'était mon expérience dans la vie de tous les jours, et impossible d'en parler parce que c'est pas politiquement correct. Ça me rend folle, par exemple, parce que c'est vraiment une chose que les femmes ont à gérer, en fait, tous les jours, et t'as même pas le droit d'en parler. C'est ton expérience, t'es dans un pays qui est soi-disant féministe, qui protège les femmes, et t'as pas le droit de parler de ton expérience de tous les jours, de ce qui rend ta vie difficile. Et quand j'en parlais, c'était: «Ah mais tu te fais des idées, c'est parce que, tu raciste, au fond, tu comprends pas ces gens-là, si tu leur souriais, ça irait mieux», et tout. Mais bien sûr, même mes parents, à vrai dire, m'ont pas trop, soutenue là-dessus, en me disant que je me faisais des idées, que c'était n'importe quoi, c'était dans ma tête. Mon père m'a dit un jour, «Mais je comprends vraiment pas pourquoi tu as aussi peur des étrangers». Moi qui ai habité à l'étranger, je pense un tiers de ma vie maintenant, depuis que j'ai 18 ans.
Donc c'est vraiment pas une question d'étranger ou pas étranger, c'est une question de culture et de comportement, en fait. Je m'en fous de, la couleur de la peau d'une personne, du moment qu'elle se comporte, qu'elle prend, en fait, la culture, qu'elle, essaye d'intégrer la culture dans laquelle elle vient s'installer et essaye de participer un petit peu à la vie du pays, plutôt que de s'installer comme si elle était chez elle et de reproduire les mêmes comportements, en fait, que dans son propre pays qu'elle a fui, soi-disant. Donc ça, vraiment, pour moi, c'est une des plus grosses absurdités qu'on a dans l'Ouest en ce moment, l'immigration de masse et le fait qu'on n'ait pas le droit d'en discuter aussi. Enfin, plutôt que le fait d'en parler, d'en discuter simplement, sans être extrême, ça te classe comme étant une personne d'extrême droite, en fait, directement. Donc là, pour moi, c'est de l'hypocrisie, le féminisme qu'on a en Europe, parce que très souvent, les femmes qui se proclament haut et fort, ou les gens qui se proclament féministes haut et fort, ce sont des gens qui sont pro-immigration, qui sont extrêmement de gauche, alors que, en fait, dans les faits, c'est une des choses qui nuit, à mon avis, le plus aux femmes dans la vie quotidienne de tous les jours en France, en tout cas d'après mon expérience. Un autre aspect du féminisme moderne que je trouve assez hypocrite en ce moment en France, c'est le fait qu'on force, en fait, qu'on pousse plutôt les femmes à ignorer tout rôle de la biologie dans leur vie. On leur dit qu'elles pourront avoir des enfants plus tard, aussi tard que possible, et ce ne sera pas un problème, qu'il faut donner priorité à leur carrière plutôt qu'à leur famille. Et je trouve ça vraiment absurde parce qu'une carrière, au final, je ne dis pas que toutes les femmes doivent avoir des enfants, je dis absolument pas que toutes les femmes doivent avoir des enfants à 20 ans et rester à la maison et ne faire que ça de toute leur vie. Je dis simplement qu'en fait, il faudrait en parler de façon un petit peu plus objective que ce qu'on fait aujourd'hui et surtout laisser le choix aux femmes. Ça, c'est une des plus grandes différences qu'on a entre la France et la Russie, à mon avis, dans la mentalité. En Russie, il y a un côté où les gens poussent un petit peu les jeunes femmes à avoir des enfants très tôt, trop tôt peut-être. Mais au final, en Russie, je trouve qu'il y a beaucoup plus de liberté là-dessus et beaucoup moins de pression de la société pour choisir ce que tu veux être. C'est-à-dire que si tu veux avoir une carrière, il n'y a pas de problème. Seulement, les gens vont te dire, mais fais attention parce que tu as un temps limité pour avoir des enfants, ce qui est juste la réalité en fait. Alors qu'en France, on te dit non, non, il faut juste une carrière. Ou alors si tu dis toi-même en France, quand tu es une jeune femme, que tu as envie d'avoir des enfants et que toi, c'est ton ambition, les gens te regardent comme si tu étais complètement arriérée, pauvre petite, elle doit venir d'un milieu hyper strict et tout, mormon, je ne sais pas, parce que les gens considèrent ça comme, les femmes, les autres femmes considèrent ça comme absurde et donc c'est difficile d'en parler. Et c'est là où on a plus de liberté en Russie puisque en fait c'est vraiment ton choix et les femmes te soutiennent, peu importe ce que tu choisis. Tu peux avoir une carrière, tu peux avoir des enfants, tu peux avoir les deux, mais c'est toi qui choisis. C'est pas, t'as pas d'obligation d'avoir une carrière et si tu dis que ton ambition c'est de rester à la maison, c'est ton choix, il y a pas de problème, c'est normal, c'est une bonne chose, c'est même louable à vrai dire, parce que les enfants sont plus valorisés, je trouve, en Russie qu'en France et sont plus considérés comme, une bénédiction en Russie qu'en France. Donc moi je regrette absolument pas d'avoir obtenu un diplôme d'ingé, je regrette absolument pas d'avoir, fait des études. Je pense que avoir des enfants avant d'avoir fait des études, c'est beaucoup trop tôt. Pour la plupart des gens, on n'est pas assez mûr, surtout à notre génération où on a un petit peu de mal à mûrir. Donc je pense qu'il faut attendre un petit peu effectivement, mais dire aux femmes qu'elles vont avoir elles vont trouver plus de sens dans une carrière que dans une famille, dans une carrière où elles vont bosser toute la journée pour un chef qui n'en a absolument rien à faire, qui les voit juste à travers leur capacité à faire du bénéfice pour une entreprise, on va pas se mentir, c'est un petit peu le principe d'une entreprise, plutôt qu'une famille, plutôt que consacrer son temps, son énergie à une famille qui va te rendre l'amour que tu lui donnes en général, si ça se passe bien, et qui va donner un sens plus réel en fait à la vie. Donc ça, je trouve ça vraiment absurde, je trouve ça injuste et je trouve ça très cruel envers les femmes en Europe, qu'on nous pousse autant à mépriser notre rôle traditionnel féminin et à essayer de promouvoir seulement chez les femmes des qualités masculines. Euh, Aussi parce que c'est vraiment contre-productif dans le sens où les femmes et les hommes sont assez complémentaires normalement. On n'a pas vraiment besoin de se marcher sur les pieds les uns des autres parce que quand on accepte notre rôle, c'est beaucoup plus facile en fait, la vie est beaucoup plus facile. Moi dans ma famille, je l'ai vu pas mal de génération en génération parce que mes grands-parents sont beaucoup plus traditionnels. Donc mon grand-père faisait les travaux du jardin, ma grand-mère s'occupait de la cuisine et des enfants. En gros, je dis pas que c'était quelque chose d'idéal parce que ma grand-mère ne travaillait pas, donc au moment où les enfants s'en vont, c'est là où il y a une grosse part de dépression qui est difficile à avaler pour les femmes parce qu'elles se sentent sans doute un petit peu inutiles et exclues à ce moment-là quand les enfants ont pris leur indépendance. Donc c'est pour ça aussi que je trouve ça très important d'avoir fait des études, d'avoir un travail pour pouvoir ensuite s'occuper aussi et puis avoir une vie à soi aussi quand on est une femme. Mais il y avait des choses que je trouvais idéales dans le sens où mes grands-parents savaient exactement quelles étaient leurs tâches dans la maison et au sein du foyer. Et c'est plus facile, en fait, t'as pas besoin de penser à ce
tout ce que tu dois faire, tout ce qu'on doit faire dans la maison, parce que la moitié est déjà faite par l'autre personne. Donc moi, avec mon fiancé, c'est comme ça qu'on a organisé notre vie aussi. Et je trouve ça bien plus facile dans le sens où si on fait un barbecue dans le jardin, c'est lui qui cuit les saucisses. Mais en général, c'est moi qui vais faire ça à la maison. Le ménage, c'est moi qui fais. Parce que tout simplement, j'ai pas du tout envie d'aller dans le jardin pour m'occuper de redresser la barrière, m'occuper de la tondeuse, m'occuper de la voiture. Je sais pas faire et ça m'intéresse pas. Donc je suis bien plus heureuse en fait dans les rôles traditionnels où je reste à la maison et je vais m'occuper du linge, ça sent bon, c'est propre, j'ai pas besoin de mettre les pieds dans la gadoue toutes les 5 minutes parce que Slava va faire tout ça pour moi. J'ai pas besoin d'y penser et enfin, franchement, je trouve ça super agréable. Après, je me rends compte que toutes les femmes ne sont pas les mêmes, et que toutes les femmes ne sont pas comme moi, et qu'il y en a beaucoup qui pourraient se sentir frustrées d'avoir cette partie du travail. Donc, il faut évidemment en discuter et trouver un équilibre. Mais je pense que pour beaucoup de femmes, c'est assez naturel d'agir comme ça. Et donc, je trouve ça dommage que ce soit considéré comme régressif de fonctionner de façon plus traditionnelle en fait. Après, je peux comprendre aussi la vague de féminisme agressif qu'on a en France, parce que, encore une fois, c'est beaucoup plus difficile d'être une femme en France qu'en Russie. Et les femmes sont en partie responsables de la situation, parce que, par exemple, le fait que les hommes aident autant en Russie, par exemple, quand tu as une valise ou un truc comme ça, ils te tiennent la porte, ils t'aident, ils te portent ta valise et tout. C'est en fait, en grande partie, ce sont les femmes qui en sont responsables, puisque c'est elles qui éduquent les enfants. Donc pour les femmes, c'est super important, pour les mamans, c'est super important d'enseigner à leurs enfants, à leurs fils, ces notions de politesse ou même de protection de la femme, en gros. Ça fait partie intégrale de la culture russe et de leur identité, alors qu'en France, on s'est quand même beaucoup battu contre ça. Et en fait, ce sont des choses qui font plaisir en Russie, qui aident vraiment. Là, par exemple, je dois voyager en France dans 2 semaines et ça me fait super peur, alors que voyager en Russie, ça me fait pas peur du tout. Bon, aussi, j'en suis à mon 7e mois de grossesse, donc ça complique beaucoup les choses, mais je sais qu'en Russie, par exemple, même si j'étais pas enceinte ou que ça se voyait pas, les hommes m'aideraient tout le temps parce qu'ils le font tout le temps. J'ai l'habitude, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, quand tu as une valise assez lourde, les gens t'aident à porter. En France, à Paris, il n'y a pas toujours d'escalator dans le métro, il fait super chaud, il n'y a pas de clim. Et les trains sont toujours en retard et les gens n'aident pas. Donc j'ai vraiment super peur de voyager en France. C'est mon pays, c'est là où j'ai passé le plus d'années de ma vie, c'est là où j'ai vécu le plus longtemps. Et j'ai peur d'y retourner, juste matériellement, concrètement. J'ai peur d'y retourner parce que les gens sont agressifs à Paris, parce que c'est plus ma culture à Paris. La dernière fois que je suis revenue en France, on était quatre personnes blanche d'origine française dans le wagon où je me suis assise entre Charles de Gaulle et le centre de Paris. Et donc, même si je me considère pas comme raciste, c'est pas ma culture. Ce sont des cultures étrangères différentes où les gens réagissent différemment. Je ne sais pas comment les prendre, je ne sais pas comment ils vont réagir. Et ça me stresse. Donc, pour moi, la vie en France est inconfortable pour beaucoup de raisons. Et la vie des femmes en France est encore plus inconfortable. On a aussi une espèce de disparité en France, dans le sens où on n'est pas passé par le communisme, donc il n'y a pas vraiment eu de moment où les femmes étaient considérées au cœur de la société comme des membres égaux en fait aux hommes. Et donc on a beaucoup d'hommes qui sont très machos en France, on a beaucoup d'hommes aussi qui sont très féministes. Et je trouve ces deux extrêmes aussi détestables les uns que les autres, parce que les hommes qui sont très féministes, pour avoir discuté avec eux, pour moi c'est juste de l'hypocrisie totale, c'est juste pour essayer de se faire passer pour des alliés des femmes. J'avais eu un débat avec un homme qui devait avoir 15 ans de plus que moi, je pense, à l'époque, quand j'étais étudiante, et qui disait que les femmes sont physiquement aussi fortes que les hommes. Euh, Je ne sais pas comment, à 35 ans ou 40 ans, tu peux penser à une chose pareille. C'est absolument ridicule. Donc, pour moi, c'est juste se faire passer pour un allié pour espérer en fait obtenir des faveurs des femmes. Et du côté macho, c'est la même chose. Ce sont des hommes qui ignorent complètement le fait que les femmes puissent avoir les mêmes capacités intellectuelles, par exemple, que les hommes. Donc, je trouve ça aussi absurde. Donc, on a pas mal d'extrêmes là-dessus en France. Alors qu'en fait, en Russie, les hommes se comportent quand même mieux, je trouve. En France, on adore parler de violence conjugale en Russie, mais je trouve que c'est des chiffres qui sont extrêmement difficiles à calculer parce que les femmes ne rapportent pas ça de la même façon. On ne peut pas vraiment comparer entre pays. Dans l'expérience que j'en ai, évidemment, je n'habite pas au fin fond de l'Oural, dans la campagne. J'ai habité seulement dans des grandes villes russes et j'ai rencontré des gens qui viennent de grandes villes russes. Mais en fait, je trouve que les hommes sont bien plus protecteurs en Russie. Et donc, c'est très difficile d'imaginer
des violences conjugales, qui arrivent de toute façon, je pense, à peu près partout, que ce soit en France ou en Russie. Mais les Français sont convaincus que les hommes russes battent leurs femmes. Bon, moi, j'en ai jamais entendu parler dans la vie réelle. En fait, les seuls moments où j'en ai vraiment entendu parler, c'était dans des médias de l'Ouest, des médias européens. Vous allez me dire que c'est parce que les Russes ferment les yeux dessus ou quoi que ce soit. Je ne sais pas. Si personne n'en parle au quotidien, les femmes n'en parlent pas, il n'y a pas d'histoire, de scandale. Ça arrive bien sûr dans les faits divers comme en France, qu'il y ait des meurtres ou des choses comme ça arrive partout je pense. Mais vraiment encore une fois, les fois où j'ai entendu parler de la Russie comme étant un pays particulièrement violent envers les femmes, c'était seulement dans des médias de l'Ouest. Donc je trouve qu'en Russie, les femmes sont beaucoup plus respectées et considérées par les hommes de façon générale qu'en France. Il y a moins de mépris, il n'y a pas ces blagues grossières qu'on entend partout. Quand j'étais étudiante ou même adolescente, les garçons de la classe faisaient des blagues mais atroces sur les femmes tout le temps. Et en fait, ça fait partie de la culture, ce genre de blagues qui sont très dégradantes. Et donc, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'hommes en France qui méprisent les femmes qu'en Russie. En Russie, en fait, les hommes considèrent très souvent les femmes comme des êtres différents, c'est-à-dire beaucoup plus émotionnels, par exemple, ou émotionnels, qui sont pas toujours capables de contrôler leurs émotions, qui sont plus faibles, mais ça veut pas dire du tout qu'ils les méprisent. Au contraire, les femmes sont valorisées pour leur rôle de femme. Par exemple, la journée de la femme en Russie est une fête énorme où les femmes sont vraiment célébrées pour leur rôle de mère, elles sont respectées pour ça aussi. Alors qu'en France, c'est une journée de conflit total entre les hommes et les femmes, où les femmes prétendent que c'est le jour de l'année qui est pour elles, alors que tout le reste du temps, c'est pour les hommes, etc. Enfin, des trucs vraiment très extrêmes, en fait. Et moi, la façon dont je suis considérée par les hommes en Russie est plus positive qu'en France. Après, bien sûr, j'ai une expérience biaisée parce que je suis étrangère ici et donc les hommes me considèrent peut-être différemment, c'est tout à fait possible. Mais en France, par exemple, quand j'étais ingénieure, je voyais bien que quand il s'agissait de réfléchir ou de parler de machines, etc., les hommes avaient tendance plutôt à se regrouper entre eux et à me laisser un petit peu dehors. Alors qu'en Russie, j'ai bossé en tant qu'ingénieur de recherche et j'ai jamais rencontré de situation comme ça. J'ai rencontré pas mal de personnes très haut placées dans les entreprises qui étaient des femmes et qui avaient une autorité égale à celle des hommes, parfois même au contraire, parce qu'il y a assez peu de femmes en fait qui recherchent, je pense, ce genre de poste à haute responsabilité, puisque les femmes donnent plus d'importance à leur famille de façon générale qu'à leur carrière en Russie qu'en France. Donc il y a assez peu de femmes, je pense pas seulement par manque d'opportunités, même si c'est possible qu'il y ait une disparité ici, mais simplement par manque d'intérêt ou d'envie. Donc, mais j'ai quand même rencontré des femmes au poste qui jouissaient donc d'une autorité, peut-être aussi parce qu'elles étaient une des rares femmes arrivées à des postes comme ça. Et donc les hommes les écoutent totalement sans aucun problème, alors qu'en France, c'était pas toujours le cas, j'ai trouvé. Donc c'est un petit peu pour ça aussi que je comprends la colère des femmes en France, qui les pousse sans doute à encenser un mouvement comme le féminisme, par rapport à la Russie, où en fait on a plus de liberté, plus de protection, même de la protection dans la rue. Les femmes n'en veulent pas en France, mais il y a une fois, par exemple, quand j'étais à Montpellier, j'ai dû déjà le raconter sur ma chaîne. Comment ça s'appelle ce centre à l'est de Montpellier? Enfin bref, j'étais à l'est de Montpellier, qui est un quartier un petit peu craignos, et en plein milieu de la journée, je descends du tram au terminus, il me semble, pas très loin de là où j'habitais, et il y a un migrant qui me suit, qui me parlait et tout. Moi, j'ai tendance à être assez polie, j'ai vraiment du mal à mettre des barrières et tout. Les femmes russes sont excellentes avec ça, elles vous fusillent du regard et c'est très facile de comprendre, mais moi, j'ai vraiment du mal. Mon instinct de protection, en fait, en général, c'est d'être agréable envers les gens pour qu'ils soient agréables avec moi. Et en général, ça fonctionne, mais avec des gens qui n'ont pas la même culture, ça ne fonctionne pas. Donc, évidemment, j'ai été polie, j'ai souri, j'ai dit non merci, et ça suffisait pas du tout. Donc, le gars m'a suivi en dehors du tram. Il m'a suivi pendant un moment, il m'a attrapé le bras et il m'a versé sa bouteille d'eau dessus en me disant il fait chaud, je sais plus trop quoi. Enfin bref, mon cerveau a complètement été paralysé sur le coup. J'ai un peu de mal avec ce genre de situation à gérer. Et il y avait des hommes autour, il y avait du monde autour en fait. Et c'était vraiment très clair que j'avais rien à voir avec ce mec qui me suivait, qui me tenait le bras, qui me versait de l'eau dessus. Et personne n'a réagi, aucun homme n'a réagi. Alors qu'en Russie, les hommes sont très responsables là-dessus. Pas seulement les hommes d'ailleurs, les petites grand-mères aussi, elles auraient réagi. Donc en fait, ça donne un sentiment de sécurité incroyable. Où je sais très bien que s'il y a une situation comme ça qui arrive en Russie, les gens ne laisseront pas ça passer. Donc en fait, tu as une sorte de reconnaissance générale envers le rôle des hommes aussi en Russie, même si c'est très loin d'être idéal, la situation homme-femme en Russie. Mais il y a une sorte de paix et de reconnaissance mutuelle, dans le sens où le rôle des femmes est reconnu, leur rôle traditionnel, leur rôle simplement biologique est reconnu et apprécié, valorisé.
Donc en fait, tu te sens mieux en étant une femme simplement parce que tu es reconnue pour ce que tu es et non pas pour tes qualités masculines que tu essayes de développer tant bien que mal pour ressembler aux hommes comme on le fait dans l'Ouest. Donc en fait, on autorise en Russie, on valorise les hommes qui sont des hommes, les femmes qui sont des femmes, plutôt que d'essayer de changer tout le monde. Donc voilà, pour résumer, le féminisme pour moi c'est un piège pour les femmes, c'est même un piège assez cruel puisque ce mouvement essaye de faire oublier aux femmes ce que c'est que d'être une femme et leur fait avoir honte de leur qualité féminine, je trouve. En Russie, tout est très loin d'être idéal aussi. Il y a énormément de conflits entre les hommes et les femmes, beaucoup de divorces. Il y a une pression certaine pour les jeunes femmes à avoir des enfants trop tôt, je trouve aussi. Mais pour moi, la situation reste tout de même plus équilibrée en Russie. Et c'est pour ça que je m'y sens bien. Le fait d'être valorisée pour mes qualités féminines parce que je suis une femme, ça me va très bien aussi, même si peut-être c'est pas quelque chose qui correspond à toutes les femmes du monde. Pour moi, ça me fait plaisir. En France, on attend des femmes qu'elles se battent vraiment sur tous les fronts, alors qu'en Russie, on attend qu'elles remplissent leur rôle de femme. Et il y a énormément d'hommes qui sont prêts à travailler plus pour que la femme puisse rester à la maison. Une autre énorme absurdité pour les femmes en Europe et en France, c'est le congé maternité, par exemple. Encore une fois, on reconnaît tellement peu, en fait, la valeur du rôle maternel de la femme qu'on lui fait oublier même ça, alors que c'est vraiment la pure base de la biologie féminine. Donc le fait qu'il y ait un congé maternité aussi court en France par rapport à la Russie, le fait que ce soit aussi difficile pour les femmes de rester à la maison pour s'occuper de leurs enfants, au moins pendant les premières années, alors que c'est quelque chose que je pense que beaucoup de femmes aimeraient pouvoir faire. Je trouve ça absurde. On oblige les femmes à retourner travailler directement pour qu'elles déversent tout leur salaire dans une nounou, dans une crèche où leur enfant sera bien moins bien soigné que si c'était elles qui les gardaient à la maison. Et pour moi, en fait, c'est cruel. Vraiment, le traitement des femmes qu'on a en Europe est cruel. Et ce qui est vraiment absurde, c'est que les femmes se battent pour garder ce traitement. Je ne comprends pas. Étant donné que je vais avoir une petite fille dans quelques mois, ça me soulage vraiment de me dire que je vais être en Russie où les gens sont très très positifs envers les enfants et pour eux c'est extrêmement important. Donc en fait pour eux c'est évident que la mère va rester à la maison pendant au moins 1 an et demi pour s'occuper de son enfant. Les crèches sont très rares ici, elles n'existent pratiquement pas. En général les enfants restent à la maison pendant à peu près 1 an et demi et les femmes retournent travailler seulement après ça. Et moi ça me va très bien parce que mettre son enfant à la crèche, avoir une transition aussi brutale après 2 mois, pour moi c'est juste impossible. 2 mois après la naissance, non merci. Donc voilà, c'était une vidéo pas très organisée avec un cadre absolument magnifique. Désolée pour ça, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Mais je fais ce que je peux en ce moment. Il y a beaucoup de monde à la maison, encore une fois. J'ai ma belle famille, le fils de mon fiancé qui a 7 ans, presque, et sa cousine, les 2 grands-parents, bref, du monde, et le chien.